Alors, bienvenue dans notre webinaire sur le thème de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de la propriété intellectuelle. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Amandine Delagarde et je suis responsable marketing pour Anaqua en France. Donc, ce webinaire aujourd'hui va s'adresser aux responsables innovation, R&D, aux responsables propriété intellectuelle et puis à tous ceux qui utilisent déjà ou qui envisagent d'utiliser l'intelligence artificielle d'une part dans les processus de création et d'innovation, mais aussi dans les processus de gestion de la propriété intellectuelle. Donc nous allons être ensemble pendant environ 1 heure. Ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez donc le revoir et vous pourrez aussi le partager avec votre équipe ou avec d'autres équipes. Vous recevrez aussi le support de présentation. Et puis en fin de webinaire, on vous partagera aussi des liens vers des ressources complémentaires. Si vous avez un souci à tout moment, vous pouvez, nous écrire, dans le chat, directement, à moi ou aux panélistes qui sont présents, aujourd'hui. Donc justement, avec moi aujourd'hui, Hervé, Audic. Bonjour, Bonjour. Hervé. Donc Hervé est conseil en propriété industrielle, mention brevet et puis aussi mandataire européen donc chez Gevers. Il conseille aussi bien les PME que des grands groupes, notamment dans les domaines de l'informatique, des logiciels, de l'intelligence artificielle et de l'électronique. Avec moi également Virginio Argaiolo. Bonjour Virginio. Bonjour. Donc Virginio est juriste marque chez Gevers également. Il est aussi expert sur les questions d'intelligence artificielle et de propriété intellectuelle. Donc il a une excellente connaissance de la transformation numérique du droit. Et puis enfin Olivier Huc. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Qui est directeur des ventes chez Anaqua. Donc, il travaille dans le secteur de la propriété intellectuelle depuis le début de sa carrière et il conseille notamment des grands groupes et des entreprises françaises pour sélectionner des solutions logicielles adaptées à leurs besoins de gestion de la propriété intellectuelle. Parfait. Alors, au programme aujourd'hui, Hervé et Virginio vont partager d'abord quelques cas concrets qui illustrent en fait l'impact de l'intelligence artificielle sur la création et l'innovation. Puis ils rappelleront aussi surtout les évolutions récentes du cadre législatif. Et puis en fin de webinaire, sur les 10 dernières minutes à peu près, Olivier Huc présentera aussi comment l'intelligence artificielle s'invite également dans les processus, cette fois-ci, de gestion de la propriété intellectuelle. Et il donnera quelques exemples d'outils qui viennent aider les inventeurs, les équipes brevets et marques à travailler plus efficacement, à la fois sur le plan opérationnel, mais aussi stratégique. Et en conclusion, on vous partagera, comme je le disais tout à l'heure, quelques liens vers des ressources complémentaires si vous souhaitez approfondir le sujet. Alors, donc nous avons encore quelques personnes qui sont en train de se connecter. Le temps que tout le monde soit en ligne, je voulais vous poser une petite question donc, qui va vous permettre de aussi tester la fonction de chat et, et de sondage. Donc, est-ce que vos équipes, alors d'une part, est-ce que vos équipes marketing, innovation, R&D utilisent déjà des outils d'IA? Et est-ce que vos équipes de propriété intellectuelle utilisent également déjà des outils d'IA? Alors, je vois qu'il y a quelques réponses qui commencent à apparaître. C'est parfait. Je lance la question au niveau de la R&D et de l'innovation également. C'est intéressant parce que ça nous permet un peu de voir déjà où vous en êtes. Si c'est déjà voilà, quelque chose que vous faites ou si vous hésitez encore ou justement, si vous posez des questions, ça va être l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Et donc je vois déjà beaucoup de réponses positives au niveau de la partie marketing, innovation, R&D. On a à peu près 80% de oui. Super. Eh bien, on va continuer. N'hésitez pas à continuer à répondre au sondage. On partagera les résultats à la fin du webinaire. Très bien. Eh bien, je vous laisse la main pour démarrer sur la partie création, innovation. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis tout à fait content d'être ici pour parler d'IA, qui est un sujet qui, à mon avis, est très important. Je suis également très content qu'il y ait beaucoup de monde qui soit présent.
Je vais présenter rapidement donc le cabinet Gevers, qui est un cabinet donc belgeo-français ou franco-belge, comme vous voulez, qui emploie plus de 200 professionnels. Et l'intérêt de notre cabinet, c'est, vu sa taille, nous couvrons tous les secteurs d'activité dans tous les domaines techniques. Et nous avons également une approche de l'API qui est à 360 degrés, c'est-à-dire qui va en amont depuis les études préalables jusqu'à l'obtention, la défense des titres, voire après la valorisation. Et ce à quoi nous accordons énormément d'importance, c'est de proposer à nos clients des services personnalisés. Voilà, notamment, nous pouvons avoir des processus différents suivant les clients, des processus administratifs avec des administratifs qui sont dédiés, par exemple, par client. Voilà, donc c'était une présentation rapide. On peut passer au slide suivant, je pense. Ou donc, Bonjour tout le je vais monde. passer la main à Virginio. Pardon, vas-y Virginio. Je partage la joie d'Hervé et d'être ici parmi nous ce matin pour aborder cette question de propriété intellectuelle et IA éminemment délicate. Vous allez nous voir aborder ces sujets avec audace, mais avec tout de même précaution. Alors, notre premier thème, c'est l'IA dans le processus de création et d'innovation. Et nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet, illustrer l'implication de l'IA dans ces processus avec des cas pratiques. Mais d'abord, on voulait poser le cadre réglementaire. L'Union européenne a très vite voulu régler le sujet de l'IA par l'adoption d'un grand règlement de l'IA en 2024. Et afin d'uniformiser la législation au sein du territoire de l'Union et éviter donc des fragmentations qui seraient donc nuisibles à la sécurité juridique. Et le but de ce règlement, c'est donc de stimuler l'innovation. Et nous pouvons, en ce qui nous concerne, immédiatement identifier deux définitions de l'IA au sein du règlement sur l'IA, que j'abrégerai RIA. Donc, on a une définition générale des systèmes d'intelligence artificielle à l'article 3.1 du RIA, où l'accent est mis sur la capacité d'inférence de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ça va au-delà du traitement de base de données et que, au contraire, est doté de la capacité d'apprendre, réfléchir ou modéliser ces données. Une définition, il nous a paru pertinent, dans le cadre de nos sujets, de mettre en évidence la définition de modèle d'IA à usage général, parce que c'est dans cette catégorie que relèvent les IA génératives qu'on connaît, ChatGPT, Anthropic, et ainsi de suite, le chat de Mistral. Et il s'agit qu'on appelle des modèles d'IA distincts des systèmes d'intelligence artificielle, parce que peuvent être des composants du système d'intelligence artificielle, mais pour ce faire, il faut qu'ils présentent, par exemple, une interface graphique. Donc, vous trouvez la définition, par exemple, pour considérant 99 du RIA. Passons à la slide suivante. Grâce donc à la capacité d'inférence de l'intelligence artificielle, il est possible de augmenter la rapidité de création et de génération de contenu, et cela nous pousse en fait à concevoir autrement. En ce qui concerne le domaine de la création et donc l'implication et l'IA dans le processus de création, nous avons sélectionné deux exemples qui nous paraissent assez simple. Le premier application de l'IA est celui dans le processus de création, est celui de la chaise AI, créée entièrement par une intelligence artificielle générative de la société Autodesk 3D. L'auteur, le designer Philippe Stark, a quant à lui géré les aspects esthétiques de la chaise, et l'IA, par sa potentialité de calcul, a quant à elle pu donner naissance à une chaise qui répondait à un certain nombre de critères à la fois environnementaux et
design. Cette chaise a été présentée pour la première fois au Salon du Meuble du Milan en 2019. Ensuite, sur la partie communication et génération d'images plus en général, et non pas pour un produit fini, nous avons tous à l'esprit, et on se souviendra des premières images de deepfake ou hypertrucage sur des personnages connus générés grâce à DALL-E. Et Coca-Cola s'en est emparé assez rapidement, dès 2004, pour créer une campagne de publicité de produits Coca-Cola pour la campagne de Noël. En fait, ils ont repris un ancien visuel pour le mettre au goût du jour, on va dire. Et cela leur a permis d'économiser énormément en termes de temps et aussi de ressources. Je passe la parole maintenant à Hervé pour illustrer l'application de l'IA dans le processus d'innovation. Merci Virginio. Donc là, on a vu des exemples très visuels et très intéressants. Moi, je vais discuter d'autres exemples qui sont moins visibles dans la vie de tous les jours, mais néanmoins importants. C'est les innovations plutôt d'ordre technique. Donc, pour montrer à quel point l'IA est déjà présente, on peut déjà citer, par exemple, dans le secteur aéronautique, l'exemple d'Airbus qui a donc repensé une cloison de cabine qui, comme on peut le voir, est constituée de barreaux et de croisements. Et dans le cas présent, c'est une IA qui a généré 10 000 variantes en faisant bouger les croisements et le nombre de barreaux. Et ensuite, Airbus a calculé les poids et contraintes de chaque variante pour sélectionner celle ayant la meilleure. Donc là, on voit que la puissance de l'IA capable de générer 10 000 variantes, ce qui aurait évidemment pris, si ça avait été fait par une personne ou une équipe, énormément de temps. Dans un autre domaine technique, là, on va se rappeler quelques années auparavant, quand il y a eu la catastrophe du Covid, donc Pfizer a développé un traitement, un antiviral contre le Covid. Alors, ce n'est pas complètement mon domaine d'activité, mais apparemment, une méthode, c'est de faire du crible de molécules pour déterminer celles qui sont les meilleures. Et il y avait a priori 3 millions de molécules candidates et l'IA a permis d'en sélectionner 600. Donc, j'ai fait une petite division, ça fait une division par 5000. Donc là, à nouveau, on voit à quel point l'intelligence artificielle a été clé pour permettre de réduire les coûts et les délais. Voilà, donc là, on vient de voir à quel point l'IA était déjà présente et je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que cette présence va s'accentuer à l'avenir. Dans le cadre qui nous intéresse, ça pose donc la question de comment cette nouvelle manière de générer des contenus s'articule dans le cadre de la propriété intellectuelle. Cette problématique, nous l'avons découpée en deux grandes questions. Tout d'abord, quel est l'impact de l'intelligence artificielle, des contenus générés par intelligence artificielle pour l'obtention des droits de propriété industrielle? Et l'autre question, c'est quels sont les risques juridiques qui sont liés à l'utilisation de l'IA? Et nous allons tout de suite passer à essayer de faire un tour d'horizon de la première question. Alors Hervé, j'aimerais juste faire une petite question ici, parce qu'il y a un concept que Oui, vous avez amené, enfin tous les deux d'ailleurs, Virginie également, autour de la notion du concept de concevoir autrement. Et je trouve ça très très intéressant parce que j'ai l'impression qu'en moins d'un an, on a quand même beaucoup évolué sur la vue de l'IA. Moi je me rappelle, il y a environ un an, un petit peu plus d'un an, on craignait le remplacement de l'inventeur, du créateur par l'IA. Et désormais, on est passé donc de ce cliché ou de cette peur vers l'IA va donner des super pouvoirs aux inventeurs. Donc, je ne sais pas si l'un de vous deux veut intervenir, faire un commentaire par rapport à ça. C'est déjà si vous êtes en phase avec cette observation et comment vous le ressentez avec les conversations que vous avez auprès de vos clients. oui, c'est une remarque intéressante. Juste au préalable, l'IA existe depuis longtemps. C'est vrai qu'on en parle récemment du fait de l'IA générative, ChatGPT, les choses comme ça, qui laissent entrevoir
a un potentiel absolument énorme et également qui a, comme vous l'avez rappelé, laissé entrevoir le risque d'être remplacé. Je pense que une réponse possible se trouve quelque part entre les deux. L'IA est en cours de développement, c'est assez difficile de dire jusqu'où ça peut aller, mais il est certain que certaines tâches, donc ça va remplacer en partie le travail, mais ça, comme vous l'avez dit, plutôt de manière complémentaire à une autre partie qui, elle, sera toujours dédiée à l'invention, à la génération, à mon avis, faite par des gens de chair et de sang. Très bien. Virginie, un commentaire complémentaire? J'ajouterais juste de l'optimisme et de l'optimisme vis-à-vis de l'utilisation de l'IA comme étant un outil qui augmente nos différents métiers et tâches, tout en restant vigilant sur les dangers et précautions. Donc optimisme et précaution, je dirais, de façon synthétique. Entendu, entendu. Donc évidemment, ça soulève des questions complexes. Je pense qu'on peut le voir et on va le voir maintenant. De telle manière que les offices, les juristes, hein, comme vous l'êtes tous les deux, le législateur également, se sont évidemment emparés. Donc je vous laisse la parole pour très spécifiquement cet aspect un peu plus juridique de l'IA. Merci Olivier. Donc en effet, on ne pouvait pas faire l'économie de la question de l'appropriation de ce qui a été généré par l'IA, par des droits de propriété intellectuelle. Nous allons donc aborder les quatre principaux droits de propriété intellectuelle, droit d'auteur, le droit des marques, le dessin modèle et les brevets. Donc tout d'abord, commençons par le droit d'auteur. Donc il a fait beaucoup parler de lui, il a fait aussi couler beaucoup d'encre parce que en automatisant la génération de savoir ou savoir-faire, cela cela imite l'auteur, l'être humain. Et donc, on s'est posé la question de savoir si on pouvait revendiquer un droit d'auteur sur ce qui a été généré par l'IA. La grande condition d'appropriation de droit d'auteur, c'est la créativité, l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est une condition aujourd'hui harmonisée au niveau de l'Union européenne par les directives et la jurisprudence de l'Union européenne. Il faut donc retrouver dans ce qui a été créé ou généré cet aspect personnaliste de l'auteur, donc à la fois sa personnalité qui s'exprime par l'œuvre, mais aussi des choix libres et créatifs. Dans la mesure où l'intelligence artificielle répond à des lois algorithmiques, mathématiques, il n'est pas possible en principe de revendiquer un droit d'auteur sur ce qui a été généré par l'intelligence artificielle. Cependant, il est possible de pouvoir élargir la réflexion à la question parce que le droit français et le droit continental en général ne ferment pas la porte à la protection des contenus générés par l'IA au droit d'auteur. Quand on ouvre par exemple le code de la propriété intellectuelle, on lit immédiatement que le droit d'auteur naît du seul fait de la création, et puis il n'y a aucune discrimination selon que l'œuvre a été générée par une IA, par un pinceau, par un stylo, par un ordinateur. Donc, il est tout à fait possible de revendiquer à certaines conditions un droit d'auteur sur l'intelligence artificielle ou ce qui a été généré par cette dernière. La slide suivante permet d'illustrer deux cas concrets qui commencent à orienter la question du droit d'auteur et de la propriété et de l'IA. Très logiquement, lorsque on revendique un droit d'auteur sur une œuvre qui a été générée sans aucune intervention humaine significative, il ne serait pas possible, de revendiquer un droit d'auteur. Cela résulte, par exemple, d'une décision de l'Office américain du droit d'auteur qui a refusé, donc dans une décision du 14 février 2022,
un droit d'auteur sur une œuvre qui avait été générée par l'IA et dont l'apport créatif, l'empreinte personnelle de l'auteur, avait été prouvé sur la base d'un nombre de prompts très impressionnant. Mais ça passait pas par l'Office américain. En revanche, cela a été le cas, donc a été reconnu un droit d'auteur sur une création générée par l'IA dans une décision du 30 janvier 2025 par le même Office américain lorsque l'auteur a pu prouver que l'apport créatif résultait du travail de sélection, d'organisation et de coordination en amont de la part de l'auteur. Donc, l'apport significatif et sa preuve prennent une place très importante. Passons maintenant avec le droit des marques et des sign models. Ces droits font parler beaucoup moins d'eux au regard de l'intelligence artificielle, dans la mesure où l'auteur des dessins en modèle ou des marques n'est pas pris en compte pour l'appropriation de ces droits des créations générées par l'IA. Donc, il est tout à fait possible de générer par l'IA des formes extérieures ou des signes qui seront ensuite appropriés par l'auteur des design modèles ou l'auteur des marques. Donc, dans les deux cas, commençons donc par le design model, il faudra respecter les conditions d'appropriation. Pour un dessin modèle généré par l'IA, il faudra que le dessin ou modèle, ou en tout cas la forme extérieure, soit nouvelle, c'est-à-dire que elle ne doit pas être la reproduction de ce qui est dans le domaine public, de ce qui a été déjà divulgué, et puis doit avoir un caractère propre, c'est-à-dire que doit pouvoir se distinguer suffisamment des dessins modèles qui existent déjà. Et vous trouverez ces conditions aux articles L511-3 et L511-4 du Code de la propriété intellectuelle. Passons maintenant aux marques. L'utilisation de l'IA pour générer des marques, elle est déjà bien établie. L'IA générative vient accélérer ce processus et donc aucune difficulté à s'approprier ou déposer une marque générée par l'IA, tout en respectant, comme dans le cas des sign modèles, les conditions et les motifs dits absolus et en particulier la marque il faut qu'il soit disponible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être déjà prise pour simplifier, et puis ce signe, la marque qu'on va déposer doit être distinctive, c'est-à-dire que elle doit pouvoir identifier des produits et services comme provenant d'une entreprise et non, on ne peut pas utiliser un signe trompeur qui par exemple ferait croire aux consommateurs qu'on s'enrichirait donc en déposant par exemple la marque milliardaire ou des choses comme ça. Donc, aucune difficulté au niveau des marques et des design modèles. Et je passe maintenant la parole à Hervé pour le droit des brevets. Merci Virginio. Pour les brevets, la question principale du contenu généré par IA qui serait technique et qu'on souhaiterait protéger est celle du droit à être reconnu comme inventeur. Est-ce qu'une IA peut être inventeur ou co-inventeur? Et c'est une question importante puisque celle qui découle, c'est à qui appartient le droit au titre, au brevet, puisque normalement ça appartient à l'inventeur ou à son employeur. Donc c'est vraiment une question primordiale. Alors jusqu'à présent, alors je fais une petite parenthèse, évidemment tout ce qu'on dit, le droit, comment dire, l'implication de l'IA dans le droit est quelque chose qui est en cours d'établissement, donc ce que l'on dit là aura peut-être évolué d'ici quelques années, mais ce qu'on peut dire pour la question de l'IA peut-elle être inventeur, c'est que la réponse est pour l'instant a priori non, hein. On peut remercier pour cela Monsieur Thaler qui a développé une IA qu'il a appelée Dabus et qui a essayé de déposer des brevets un peu partout dans le monde en nommant justement cette IA Dabus comme inventeur, ce qui lui a permis d'avoir la jurisprudence en la matière et qui à chaque fois a conclu que ce n'était pas possible de nommer Dabus en tant qu'inventeur, avec des raisonnements un peu similaires. Alors en Europe, il a été constaté que la demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur, ça c'est le droit, c'est l'article 81,
Et ce qui a été considéré, c'était que le terme d'inventeur, son sens habituel était celui d'une personne qui inventait, donc une personne ne pouvait pas être une IA. Pareil, aux États-Unis, il y a eu une décision qui a conclu à la même chose et d'une manière un peu similaire, cette fois en se basant sur la définition du dictionnaire, où ils ont cité 2 dictionnaires anglais qui à chaque fois définissaient bien l'inventeur comme quelqu'un une personne donc, qui inventait. Donc pour l'instant, cette question, voilà, donc on peut répondre, pour l'instant en tout cas, l'IA ne peut pas être inventeur. Se pose après la question, quand une personne physique utilise l'IA pour créer un contenu qui pourrait être brevetable, comment savoir si c'est l'IA qui a fait l'invention, auquel cas elle ne peut pas être citée comme inventeur, ou cette personne. Alors là, il y a encore moins de jurisprudence. On peut néanmoins citer un guide de l'USPTO qui clarifie un peu sa pratique et qui pour ça reprend des très vieux critères de la fin des années 90, qu'on appelle les Panu Factors, qui permettaient de distinguer entre plusieurs personnes ayant participé à un développement, de savoir lesquels pouvaient être considérés comme inventeurs et lesquels ne pouvaient pas être considérés comme inventeurs. Et donc l'USPTO a repris ces critères qui en gros disent qu'il faut avoir une contribution suffisante pour être considéré comme inventeur ou co-inventeur et adapter ça au cas de l'IA, donc notamment en indiquant qu'a priori, le simple fait de donner à l'IA un problème général ne permettait pas d'être suffisant pour être considéré comme inventeur. Ce qui pose un problème, puisque dans ce cas, s'il y a vraiment une invention, ça veut dire que c'est l'IA qui, en théorie, est l'inventeur, mais qu'elle ne peut pas être nommée. Donc, voilà, a priori, on pourrait penser qu'il ne serait pas possible d'obtenir un brevet pour une telle invention. Hervé, je vais juste Oui. intervenir très brièvement ici pour un peu compléter ce que vous dites en vous posant une question un peu similaire à ma précédente. On dirait bien en vous écoutant, Virginie et vous, que le législateur a désormais bien encadré cette question primordiale du rôle ou de la définition de l'inventeur en l'excluant. Est-ce qu'on peut dire que désormais ce sujet est derrière nous ou est-ce qu'il y a encore des aspects de l'IA créatrice qui pourraient apparaître? Alors, il faut quand même citer, c'est vrai qu'il y a eu un cas en Australie où un juge de première instance avait considéré que la loi ne précisant rien là-dessus, d'abus, c'était toujours la même affaire, pouvait être cité comme inventeur. Donc, il y a eu ce cas-là qui a été infirmé à un niveau supérieur où on a bien rappelé que l'inventeur, quand le législateur a écrit la loi, l'inventeur était bien des personnes, donc des humains. Mais on peut-être qu'un jour, il y aura des évolutions législatives et qu'on pourra étendre la notion d'inventeur au cas où c'est une IA qui invente, ce qui permettrait de résoudre un peu le cas que je disais juste avant. Si on pose une question et qu'on obtient une réponse de l'IA et que l'inventivité se trouve du côté de l'IA, pourquoi ne pas autoriser celui qui a posé la question à obtenir un brevet? C'est une question ouverte, peut-être qu'elle sera traitée un jour. Compris. Merci, merci Hervé. Je propose que justement on transitionne vers les aspects risques, hein, parce qu'évidemment, la jurisprudence est encore en cours de développement. Et donc d'analyser plus en détail les risques associés à l'utilisation de l'IA, à la fois dans le processus de création et dans l'accompagnement de l'inventeur par l'IA. Donc effectivement, l'eau de risque qui s'accompagne à l'utilisation de l'IA dans les processus de création et d'innovation.
il faut bien avoir à l'esprit que, en termes de conditions de revendication ou d'appropriation d'un bien intellectuel, mis à part la question du droit d'auteur, les marques et les modèles ne demandent pas à ce que le créateur du signe ou de la forme esthétique des cerveaux modèles soit une personne humaine. Donc, je vais d'abord faire cette précision. Et en ce qui concerne les risques, je vais aborder la question, on va dire, aval, c'est-à-dire des contenus générés. Où il y a encore, on n'est pas encore fixé en termes de pratique, moins que sur le continent, par exemple, américain, mais en tout cas, on peut immédiatement identifier un risque de contrefaçon qui, quant à ce dernier, découlerait du fait de générer par des prompts des contenus qui seraient protégés par des droits de pays parce que en amont, les données utilisées étaient des données protégées par des droits de propriété intellectuelle. Donc je laisserai ensuite la parole à Hervé pour préciser la question amont. Mais donc revenons juste sur le slide précédent. Sur la contrefaçon, je me limiterai juste à ce qui est généré par des prompts. Donc attention effectivement à ce qu'on génère. Concurrence déloyale, c'est aussi un risque qu'il faut prendre en considération parce que ce n'est pas parce que il n'y a pas un droit de propriété qui protège le contenu qu'il n'y a aucun risque. Et la concurrence déloyale pourrait venir sanctionner l'absence de droit de propriété et donc être un risque réel. Par exemple, on demande de générer une marque pour une campagne marketing, des images, des formes en vue de le déposer en tant que modèle. On peut penser que si l'interface graphique ou le fond d'image qui est généré se rapproche de ce qui existe déjà, pourrait être un cas de concurrence déloyale dans la mesure où ce fond d'image ou cette interface qui existait, qui est reprise parce qu'elle est générée par l'IA, avait résulté d'un certain nombre d'investissements. Donc la concurrence déloyale protège là où la contrefaçon ne s'appliquerait pas. Et puis, même en dehors des cas de contrefaçon ou concurrence déloyale, utiliser ce qui a été généré par l'IA lorsque ça reprend des données ouvertes ou libres, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a aucun risque parce que, par exemple, l'utilisation de certaines données implique de citer la source. On pense, par exemple, au contenu de Wikipédia. Ou encore, l'exploitation de certaines données est soumise à l'autorisation. Donc, attention. Donc pour ces raisons, il convient de toujours s'assurer que ce que on insère dans les prompts soit libre de droit, par déchet d'autorité, soit donc disponible, qu'il n'y ait pas de réservation, soit par un droit de pays, soit par d'autres mécanismes sur ce que on prompt ou sur ce qu'on génère. Et donc, ce qui nous emmène en fait à bien vérifier l'encadrement juridique des données qu'on utilise et aussi diversifier l'utilisation de l'IA selon qu'on en fasse un usage personnel ou professionnel. Certains fournisseurs d'IA, par exemple, permettent par ailleurs de préserver les données qui sont utilisées dans les prompts et évite, par exemple, leur réutilisation. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, bien sûr, jamais utiliser directement quelque chose qui est protégé dans des prompts, et puis toujours faire preuve de prudence en anonymisant les sources, Et donc, je passe maintenant la parole à Hervé pour ce qui concerne les contenus utilisés. Alors, juste avant on peut rester un petit peu sur ce slide, donc des contenus générés. Pardon, juste oui, pour
un peu appuyer ce qu'a dit Virginio, sans rentrer dans les détails de ce qu'est une IA. Globalement, les IA, en tout cas telles que sont créées actuellement, ont pour but de générer du contenu qui est cohérent avec les données sur lesquelles elles ont été entraînées. C'est pour ça qu'à notre avis, enfin, quand je dis qu'il est cohérent, c'est-à-dire qu'il ressemble d'une certaine manière. Ainsi, lorsqu'on pose une question à une IA, il y a, à notre avis, un risque que la réponse qu'elle donne, comme elle s'appuie sur des choses connues, puisse s'appuyer sur des choses qui sont, de par sa construction même, ça puisse du coup reproduire des choses qui sont par exemple soumises au droit d'auteur. Si on demande à une IA de créer une certaine image, il est possible que elle fournisse une image qui ressemble à quelque chose qui a déjà été fait par un auteur. Voilà, donc c'est un risque qui est, à notre avis, important de par la conception même des IA actuellement, en tout cas. Voilà, donc et Virginie en a déjà un petit peu parlé, donc le contenu utilisé, donc cette fois, c'est si vous souhaitez entraîner vous-même votre IA, parce qu'a priori, on peut tout à fait le faire, s'assurer que les données d'entraînement utilisées peuvent être utilisées à cette fin. Donc là, il y a des grands débats en cours avec des procès qui ont été menés. On peut parler en France, le syndicat national de l'édition et d'autres qui ont assigné Meta en contrefaçon pour avoir utilisé sans autorisation des livres pour entraîner son modèle d'IA. Vous avez peut-être également entendu parler aux États-Unis de l'affaire qui a opposé des auteurs à Anthropic, où là on a eu en tout cas une première réponse où il a été considéré que l'utilisation des livres, ou des œuvres de manière générale obtenues légalement faisait partie de l'exception qui existe aux États-Unis du fair use. Voilà. Et enfin, le dernier point où il faut faire attention avec les IA, c'est pas forcément un point qui est propre aux IA, mais qui est exacerbé en tout cas par l'utilisation des IA. Donc utiliser en général une IA, c'est passer par un fournisseur qui l'a créée, qui la met à disposition. Et comme on fournit, quand on l'utilise, cette IA, des informations, les prompts, pour parler de ChatGPT par exemple, ou des équivalents, on peut être amené à donner des informations. Donc, il faut faire attention à 2 points. Est-ce que déjà, d'un point de vue juridique, il y a bien une confidentialité qui est assurée par le fournisseur? Par exemple, qu'il s'engage à ne pas réentraîner ces modèles à partir des prompts qu'on a fournis. Et il y a également un aspect pratique à cette confidentialité, c'est est-ce qu'il y a des méthodes de chiffrement qui rendraient difficile, même aux fournisseurs, d'accéder aux prompts qu'on soumet à ces modèles. Et enfin, il y a un autre risque juridique, à nouveau qui existe chaque fois qu'on utilise un outil, c'est celui des failles de sécurité, mais à nouveau dans le cadre de l'IA où on donne parfois textuellement des informations importantes, ce risque est exacerbé. Et on peut citer en 2023 ChatGPT qui avait eu un bug qui permettait à des utilisateurs d'accéder à l'historique de conversation d'autres utilisateurs. Donc là, on accède en clair aux questions, aux réponses qui pouvaient être tout à fait confidentielles. Donc voilà, précaution à la fois légale, en vérifiant les liens contractuels et éventuellement pratique en vérifiant simplement les mécanismes de protection qui sont mis en œuvre. Je te repasse la main, Virginio, pour Merci, conclure. merci beaucoup Hervé pour ces précisions. Alors le temps passe vite, donc quelques mots sur une slide en tout cas importante. Bien sûr, à retenir, protéger les données sensibles par le contrat qui nous paraît aujourd'hui un instrument extrêmement fort. Par exemple, dans un arrêt de 2016, la Cour de cassation avait donné extrêmement d'importance aux conditions générales qui interdisaient l'utilisation en masse de certaines données et qui, donc, conditions générales qui avaient été violées par
en l'espèce de l'arrêt. Donc, les contrats sont très importants et les chartes d'utilisation aussi. Puisque en droit d'auteur, en droit des brevets, l'apport significatif de l'auteur ou de l'inventeur est fondamental pour réclamer un droit de pays, il est extrêmement important de documenter les différentes étapes de création pour en fait pouvoir ensuite prouver cette intervention humaine. Toujours ensuite vérifier les contenus pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte, et enfin suivre l'évolution réglementaire et par exemple l'AI Act qui quant à lui a depuis le 12 août mis l'obligation de transparence pour les fournisseurs d'un modèle d'IA qui doivent à partir d'une certaine date, donc le 2 août 2027 pour les fournisseurs qui exercent depuis 2025, par exemple, tout un ensemble de documentation pour montrer les données qui ont été utilisées et ainsi de suite. Donc, bien rester au fait de l'évolution réglementaire. Et je passe, avant de passer donc la parole à mon cher collègue Delacroix, vous pouvez télécharger notre livre blanc où ces sujets qu'on a abordés sont développés et sur certains points précisés. Donc, n'hésitez pas, ça pourrait être un guide utile dans ce contexte bien précis qui sera quand même amené à évoluer, mais vous pouvez y trouver des contenus plus aboutis dans un certain sens. Et si je puis me permettre d'ajouter, et que nous mettrons en plus à jour, donc voilà, comme il y a beaucoup d'évolutions dans le domaine, il est important de rester up-to-date, comme on dit. Merci beaucoup Hervé Virginio, et tout à fait, je recommande ce livre blanc qui est vraiment complet, qui est en plus en français, donc je vous encourage à le télécharger et l'accéder, et encore bonne nouvelle si en plus il est maintenu à jour avec les évolutions. On va poursuivre et terminer dans les 10-15 prochaines minutes sur un peu la perspective en tant qu'éditeur de logiciels qu'est Anaqua. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre entreprise, à Anaqua, nous sommes une entreprise, un éditeur de logiciels à présence mondiale, mais très fortement présent en Europe, puisqu'on a désormais pas loin de 250 personnes réparties sur plusieurs pays européens. Et éditeur de logiciels spécialisé dans la propriété intellectuelle, encore plus concentré d'ailleurs sur le sujet de la gestion du portefeuille de propriété intellectuelle, ce qu'on appelle un IPMS. 20 ans d'expertise qu'on met à contribution dans nos projets d'implémentation de ces solutions dans les entreprises de toute taille, de très grands groupes aux PME. Donc, on souhaitait partager quelques éléments sur un peu l'approche en tant qu'éditeur logiciel de l'IA. On a une approche qui est prudente. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé. On ne peut pas aller trop vite sur l'IA parce que à la fois les besoins sont en train de s'être définis et on essaie de percevoir à quels endroits l'IA peut être attribuée dans nos logiciels. Donc, on essaie de se garder quelques principes clés. Il faut qu'il soit intégré à la journée de travail. L'IA doit accompagner les différents personnels de la propriété intellectuelle. Il faut qu'elle soit gérée en arrière-plan. Il ne faut pas que ça devienne le premier point d'accès. Donc, c'est vraiment une approche de soutien qui doit répondre aux besoins qui varient entre les différents participants. Ça peut être des inventeurs, ça peut être des juristes, ça peut être des paralegals, assistants, ingénieurs brevets, etc. Donc, il faut une IA qui s'adapte et qui réponde aux besoins spécifiques de chacun. On a, et j'en parlerai dans quelques instants, un focus particulier sur ce qu'on appelle, nous, l'innovation intelligente, l'innovation assistée, la smart innovation, spécifiquement pour accompagner l'inventeur dans son processus d'invention. Mais avant tout, on souhaite garder, et c'est vraiment ce que nos clients nous disent et nos test groupes sur lesquels on travaille, qui nous confirment qu'aujourd'hui, le maintien du contrôle humain doit et continue d'être prépondérant. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'IA
doit être contrôlé par l'utilisateur, doit pouvoir être validé, doit pouvoir être consommé par l'utilisateur lorsqu'il le souhaite et automatise lorsqu'il le souhaite. Donc, il y aura toujours, et on gardera cette approche dans nos outils de maintien du contrôle et surtout en tout cas pour un bon moment, de l'option. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra décider de ne pas activer l'IA et de poursuivre un processus plus manuel, ce qui ne veut pas dire uniquement par des écrans, mais également par une automatisation plus classique. Donc aujourd'hui, nous, l'IA, on l'aperçoit autour de 4 grands règles, on va dire, à la fois un aspect opérationnel, un aspect stratégique, un aspect d'efficacité, c'est surtout ça aujourd'hui qui est notre cœur d'action, mais également un aspect sur lequel on peut s'appuyer sur les données collectées par l'IA dans le cadre d'un processus de décision pour accélérer celle-ci, cette prise de décision, ou accélérer la gestion et la prise de décision. Donc aujourd'hui, comment on le voit? On voit ça avec des outils spécifiques qui s'intègrent dans nos solutions. D'un point de vue stratégie, on va parler de classification. Donc, par exemple, la capacité de gérer et de traiter les brevets. Essentiellement, c'est au niveau des brevets au sein de taxonomies propres aux entreprises. Donc, la possibilité de traiter à la fois vos brevets, mais les brevets tiers également, dans des taxonomies développées par l'entreprise, et donc automatiquement de les classer. On va parler évidemment d'analytique. Donc, analytique, ça va être la compréhension, l'interprétation, l'extraction d'informations qui vont ensuite pouvoir accompagner différentes étapes dans le cycle de la propriété intellectuelle. Plus opérationnellement, c'est accompagner la gestion administrative. Donc là, ça va être ce qu'on appelle dans le jargon le docketing, et c'est enlever les tâches qui sont soit répétitives, soit à risque, parce qu'une mauvaise saisie peut avoir un impact sur une action prise tardivement. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Smart Innovation et l'accompagnement de l'inventeur. Et je vais y revenir tout de suite dans mon prochaine diapositive. Et enfin, la partie protection de la marque, et ça, c'est quelque chose de très intéressant qui s'accélère dans nos outils et qui permet d'accompagner l'identification de potentielles contrefaçons dans les différents marchés, marketplaces qui peuvent exister et qui sont désormais des gros défis pour les détenteurs de produits de biens de consommation, mais pas uniquement, c'est également présent en pharmacie, afin d'identifier le plus tôt possible les risques d'impact sur votre marque ou sur vos produits lorsqu'ils sont contrefaits ou falsifiés. Donc, un focus très rapide sur 2 aspects qui nous semblent très intéressants et qui sont surtout très, très actifs aujourd'hui. La Smart Innovation, c'est vraiment accompagner l'inventeur. Donc, c'est la notion tout à l'heure que Virginio a menée, qui était de conception et de concevoir autrement. Ici, c'est aider l'inventeur dans ce processus qui est un processus lent, qui est un processus qui est complexe parfois pour l'inventeur et surtout qui provient de 2 effets différents entre le processus de création et le processus suivant de protection. Donc, on souhaite accompagner l'inventeur dans la description de son invention, par exemple en permettant à l'IA d'analyser les documents soumis par l'inventeur, qui sont souvent des documents très différents. Ça peut être des dessins, ça peut être des brevets, ça peut être des textes, des schémas. C'est accompagner cet inventeur dans cette présentation de la déclaration d'invention. C'est aussi anticiper les besoins qui vont être automatiquement présents lors du processus de dépôt, qui sont l'identification d'art antérieur, et qui peuvent aider à la fois l'inventeur à découvrir des aspects de nouveautés qui ne sont peut-être pas suffisants pour supporter la brevetabilité. Donc, c'est proposer des exemples d'art antérieur et permettre à l'inventeur de séparer son invention ou d'écrire son invention de manière plus précise pour ensuite faciliter la brevetabilité et la capacité
des équipes pays ensuite à défendre cette invention lors des différentes étapes de l'examen qui vont amener à la protection finale et à la délivrance du brevet. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très actif, qui intéresse et qui accompagne, qui intéresse à la fois la R&D, évidemment à la source, mais également évidemment l'API, puisqu'au final, l'API va recevoir des brevets beaucoup plus, enfin des déclarations d'invention, pardon, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus prêtes pour cette défense. Mais évidemment, lorsque le processus de protection va démarrer, c'est un processus administratif complexe, long, avec énormément d'échanges qui peuvent avoir lieu avec les agents, avec les offices. Et là, ce qu'on souhaite faire, c'est utiliser l'IA de manière intelligente pour accompagner la procédure, accompagner les différents participants à cette procédure. Donc, ce sont les avocats, les ingénieurs brevets, les assistants pays, les paralegals, et les aider aux différentes étapes. Donc, c'est la rédaction brevet, d'une part. Alors, c'est quelque chose qui est également très actif aujourd'hui. On part d'un document, on part d'un texte fourni par l'inventeur et on travaille à la structure de ce document. On analyse les documents entrants. Donc, le quotidien dans l'administration des processus brevets et marques, c'est beaucoup de documents entrants qui peuvent provenir des agents, des offices, des conseils en propriété intellectuelle. Et c'est extraire les documents urgents, c'est préparer les réponses à ces questions qui peuvent venir des offices ou encore une fois des agents. C'est accompagner la communication interne également lorsque on a une question qui est reçue ou une action qui est demandée. Comment soutenir cette communication interne pour renvoyer cette information de manière synthétique vers les inventeurs, vers les agents ou les avocats, le cas échéant. Et dans des cas très, très concrets, ça va être par exemple, un aspect très visuel qui est très important dans la rédaction de brevets, c'est ce qu'on appelle les claim charts. Donc, c'est la possibilité de coordonner les différentes revendications entre elles et d'utiliser cette présentation et cette manière de connecter brevets, mais également d'aller jusqu'au produit et de lier ce qu'on appelle le patent marking également, qui est la possibilité de connecter brevets, produits et de faciliter cette connexion entre les différentes parties de la propriété intellectuelle. Et tout ça, évidemment, de manière intégrée dans nos produits, de manière que chaque profil, chacun puisse utiliser spécifiquement l'IA comme soutien de ces processus administratifs et de création des brevets. Voilà un petit peu deux aperçus clés de comment nous, Anaqua, intégrons l'IA dans notre propre développement logiciel. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà existants, qui sont d'ores et déjà disponibles sous plusieurs formes et qui s'accélèrent. On parle vraiment d'une feuille de route produit qui est extrêmement dynamique et très rapide. Donc, on vous invite à prendre connaissance de ces développements. Nous avons également un livre blanc ici qui est mis à l'écran et qui sera partagé évidemment avec tous les participants sur comment l'IA peut accompagner vos opérations. Et c'est un sujet également très, très intéressant au quotidien pour les utilisateurs et appréhender ses besoins et comment l'IA peut les supporter. Merci Olivier. Et puis pour finir, on va pouvoir prendre des questions aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis surtout, on vous invite à poursuivre la discussion au mois de février. On organise une rencontre en présentiel le 5 février à Paris. Donc, cette journée s'adresse à tous les professionnels de la propriété intellectuelle. L'année dernière, nous avions le plaisir d'accueillir Valourec, le groupe Bolloré et l'entreprise pharmaceutique Ferring. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire vite car les places sont limitées à 50 participants sur site. Et Guevers le cabinet viendra également présenter. Donc, si vous avez des envies de sujets,
de choses qu'on aborde, n'hésite pas à nous partager aussi et on intégrera tout ça dans notre programme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être Olivier, est-ce que tu veux faire une conclusion générale? Écoutez, déjà, je voudrais juste dire que je suis content qu'on ait cette conversation en français. Je sais que beaucoup de webinaires et de présentations lors des conférences touchent les sujets d'IA, les sujets pays, évidemment. C'est un sujet, évidemment, qui est très, très intéressant. Mais je trouve on a pas beaucoup de plateformes francophones. Donc, je suis ravi d'avoir cette opportunité de le faire en français et avec nos, 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 nos- nos collègues de chez Gevers. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'on pourra maintenir ce genre de plateforme francophone à l'avenir. Parfait. Virginio, Hervé, un petit commentaire avant de conclure, enfin avant de terminer ce webinaire? Eh ben, de même, on était vraiment très heureux de pouvoir en discuter et on espère que ces questions vont circuler, en amener d'autres et peut-être d'autres réponses, d'autres développements. Voilà, parce que on va pas y couper. Voilà. C'est certain. Parfait. Eh bien, un grand merci à tous nos intervenants. Comme je le disais en début de session, ce webinaire a été enregistré. Donc, vous allez recevoir dans les prochains jours, je pense lundi sans doute, l'enregistrement. Vous recevrez les slides de présentation et puis également les liens vers les 2 guides qu'on vous a présentés et l'événement prochain en février. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin et un bon appétit parce qu'il est bientôt midi. Merci Merci beaucoup. Amandine, Merci merci. à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.